à tout le monde. Il faut me donner 10 minutes pour changer de dictionnaire de l'anglais, néerlandais au français. La façon dont j'ai plongé dans ce sujet, ça a commencé il y a pas mal de temps avec quand le BlackBerry, il y a des gens qui se rappellent le BlackBerry, le premier BlackBerry, une technologie magnifique que j'aimais parce que j'aime la technologie. Très vite, j'avais acheté un moi-même. Dans ce temps-là, je devais le ramener des États-Unis. Et avec l'apparition de ce micro-ordinateur que tout le monde maintenant pouvait avoir dans sa poche, on aurait pensé à une augmentation de l'efficacité, de la productivité intellectuelle des gens. Et ce que je découvrais en travaillant avec des cadres supérieurs, des off-site, etc., c'est que j'avais l'impression que cet outil magnifique diminuait la productivité intellectuelle au lieu de l'augmenter. Je n'étais pas le seul à avoir cette impression parce que le BlackBerry, qui était un instrument au début avec un certain symbole status, vous n'avez pas encore un BlackBerry, et aussitôt la position dans l'organisation était évidente. Ce n'était qu'au sommet qu'on avait des BlackBerry. Mais la BlackBerry, alors, a passé dans toute l'organisation, et à ce temps-là, déjà aux États-Unis, on l'appelait Crackberry. Crack, c'est une drogue des pires qu'il y a, Crackberry. Puis, cette impression que j'avais devenait de plus en plus forte, surtout alors quand le smartphone est arrivé sur le marché, qui venait d'en dessous dans les organisations, qui est monté dans l'entreprise. Et là, j'avais vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est un instrument magnifique, mais ça diminue la productivité intellectuelle. Ça, c'est une opinion. Je n'aime pas les opinions, je suis très curieux. Et vu que je n'aime pas les opinions, j'ai toujours un peu de méfiance envers les opinions, même mes propres opinions. Ce que j'aime faire à ce moment-là, c'est de me lancer dans la recherche, ce que je trouve dans les publications scientifiques pour savoir qu'est-ce qu'on sait dans ce domaine-là. Et ça m'a coûté pas mal de travail, cette idée que les technologies d'information et de communication ruinent la productivité intellectuelle. J'ai fait mon devoir et j'ai découvert cette conclusion après les recherches que j'avais faites. Le premier, et quand on parle de diminution de la production, je ne sais pas comment l'appeler maintenant après la présentation qu'on a eue, je pourrais l'appeler le cinquième élément qui cause une stagnation de la productivité, ou bien c'est un complementary asset. Je ne sais pas comment vous avez traduit ça, un atout complémentaire. C'est une bonne traduction, vous croyez? Un atout complémentaire, c'est le cerveau humain. Et la première découverte, c'est que le problème fondamental, c'est d'être toujours connecté. Ça ruine votre productivité intellectuelle. Ça cause des problèmes en soi, mais en plus, ça vous séduit à faire du multitâche. Et le cerveau pensant humain n'est pas capable de faire du multitâche. Point à la ligne. Même le cerveau pensant féminin n'est pas capable, je suis désolé, de faire du multitâche
impossible. Il y a une autre chose, mais on n'a pas le temps de discuter tout ça, que les femmes font mieux en général, qui donnent cette impression qu'ils font le multitâche, et en quelque sorte c'est vrai, mais ce n'est pas au niveau de leur cerveau pensant. Et le multitâche est un désastre. C'est désastreusement inefficace, horrible. C'est vraiment, les chiffres sont là. Hein, tu demandais la question, je peux te donner les chiffres, mais c'est tellement mauvais. Le temps qu'on perd, les choses qu'on ne se rappelle plus au niveau de mémoire, au niveau de créativité, au niveau de stress, c'est une horreur. C'est pathétique. Je n'ai pas trouvé le mot qu'il me faut en français. Maintenant, même les Français diraient « It's fucking inefficient ». Ben, on m'a dit de ne pas employer ces mots-là en public, alors je ne vais plus l'employer, mais c'est astérix, 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 inefficient. Oui, mais c'est vraiment un désastre au niveau de votre productivité intellectuelle. Une troisième conséquence d'être toujours connecté, c'est le stress. Être toujours connecté, et je vais revenir sur cette connexion, mais être toujours connecté a introduit trois sortes de stress plus ou moins nouveaux. Le premier, c'est que quand on parle de stress, en général, les gens pensent « Oh, beaucoup trop de travail, pas assez de temps ». Mais beaucoup trop de travail n'a jamais causé des problèmes de santé, de burn-out à personne. Ce n'est pas la quantité de travail qui provoque le burn-out, c'est la façon de travailler. Et ce qui nous rend malades, et ce qui provoque le burn-out, ce n'est pas beaucoup de travail, mais c'est le stress chronique. C'est le stress chronique qui nous tue. Le stress sain, c'est un stress à intervalles, comme dans le sport, pour développer un cœur et des muscles vraiment résistants. On fait l'entraînement à intervalles en français. Alors, qu'est-ce que c'est? On court aussi vite, et puis quand ça commence à faire un peu de mal, on s'arrête, on relâche, on récupère. Et de nos jours, avec tout un tas de gadgets dont on n'a pas besoin, quand on a l'impression d'être récupéré, on recommence. Quand ça fait mal, on récupère. C'est le stress à intervalles. Mais ça, ce n'est pas seulement vrai pour le corps et le cœur, c'est vrai pour l'être humain en général et surtout pour le cerveau. Le stress sain, c'est le stress à intervalles. Et ce qui se passe maintenant, quand on est toujours connecté, que quand on a ce petit instrument dans la poche, tout près de vous, ça crée un état d'alerte. Tout votre système est en alerte, en attendant un message. Des gens qui pensent que je suis indispensable, des gens qui pensent que je suis important. C'est quelque chose que j'ai découvert déjà avec le BlackBerry, de l'avoir dans ma poche et de ne pas toucher. Avec tous ces gens qui me cherchaient, qui avaient besoin de moi, quand je prenais mon BlackBerry, ça interrompait le travail que je faisais, et quand je essayais de ne pas le toucher, ça provoquait du stress. Mais c'est un stress chronique. C'est un stress qui ne finit jamais. Et qui d'entre vous prend son téléphone au lit, à la chambre à coucher? Qui d'entre vous met son téléphone à côté de lui, à côté du lit? Allez, montrez-moi, n'hésitez pas, à qui? Bon. Le problème, quand vous faites ça, que cet état d'alerte ne s'arrête jamais. Et l'excuse normale, alors oui, j'en ai besoin parce que c'est mon réveil. Ah. Un réveil sur eBay, ça coûte 7 €. Hein? Mon réveil. Alors, c'est une chose que vous pouvez commencer à faire demain. Plus jamais un téléphone à côté du lit parce qu'il faut arrêter cet état d'alerte. Parce que c'est le stress chronique qui continue, qui dure toujours, qui nous rend malades, qui va saper notre fonctionnement.
Deuxième sorte de techno-stress, c'est le multitâche. Le multitâche vous rend tellement inefficace que vous avez besoin de beaucoup plus de temps, pas pour faire le même travail, mais pour faire un travail qui est pire, parce que vous ferez beaucoup plus de fautes. Et puis pour refaire ce que vous avez fait, ça demande souvent beaucoup plus de temps que de ne pas faire des fautes. Dans une banque, quand on fait une gaffe, parce qu'on est en train de faire du multitâche, c'est pas important. 3 zéros de trop, oubliez 3 zéros, on ne va pas souffrir. Mais dans les entreprises industrielles, quand on organise le travail de façon que les gens doivent faire du multitâche, ça peut coûter une doigt, une main, un bras, une vie. Parce que les gens vont faire des fautes. Et c'est de là que maintenant j'ai un fan club nouveau en travaillant au CEDEP, à côté de l'INSEAD, un fan club de managers responsables de la sécurité et les managers responsables pour les usines. Parce que mieux que n'importe quel autre manager, ils comprennent. Une fois qu'ils comprennent un peu mieux comment fonctionne le cerveau et ce que peut être l'effet du multitâche, ils comprennent aussitôt. C'est magnifique de travailler avec eux. Et puis le troisième, c'est plutôt lié aux médias antisociaux, qu'ils ont les machine learning. Les algorithmes sont tels qu'ils essayent, Facebook, Twitter, etc., ils essayent, Instagram, de provoquer des émotions négatives. Parce que les algorithmes ont découvert que ce sont les émotions négatives, de rage, de peur, d'anxiété, qui provoquent le plus de clics. Et c'est avec les clics des gens qu'ils font leur argent. Les milliards de dollars qu'ils font, c'est nous qui leur aident en cliquant. Et alors, ils vont provoquer le plus possible ces émotions négatives pour provoquer plus de clics. Alors, c'est un stress nouveau. Je ne vais pas parler des autres. Manque de sommeil, c'est un autre sujet. Quand on est toujours connecté, il y a de plus en plus de gens qui même ne mettent pas seulement leur mobile à côté du lit, mais continuent à travailler jusqu'au moment où ils ferment les yeux. Et ça, c'est un désastre. Ce sont les gens qui pensent que quand on dort, qu'on est inconscient. Mais votre cerveau travaille pour vous aussi activement la nuit que pendant la journée. Et une des choses que ça fait quand vous ne dormez pas assez, c'est pas bien pour votre cerveau réfléchissant, c'est pas bien pour votre mémoire, ça sape vraiment les capacités de votre cerveau. Et de plus, quand vous regardez un écran à backlighting, un écran blanc, le niveau d'onde qui produit ce bleu-blanc, arrête la production de mélatonine dans votre cerveau. Et la mélatonine, c'est un hormone dont vous avez besoin pour dormir et qui règle aussi votre horloge, comment ça s'appelle en français, biologique. Bon, alors, être toujours connecté. Il ne faut pas y avoir un malentendu. La possibilité de se connecter n'importe quand, n'importe où, avec n'importe qui ou avec n'importe quelle donnée de base de données, database, base de données, c'est magnifique. Quand j'ai fait ma thèse doctorale, je n'avais pas tout ce matériel intéressant, et quand j'avais besoin d'un article, une publication scientifique, je devais aller à la librairie et regarder dans les fiches. Et quand j'avais de la chance, il l'avait. Quand je n'avais pas de chance,
Il fallait avoir une bonne relation avec les libraires pour aller chercher cet article. Et quand j'avais de la chance, de l'autre côté, ils avaient aussi déjà un fax. Vous vous rappelez le fax? Hein? Et je l'avais aussitôt. Et quand je n'avais pas de chance, l'article devait venir des États-Unis, ça pouvait durer 6 semaines. Et maintenant, avec la technologie d'aujourd'hui, je suis derrière mon ordinateur, paf, paf, n'importe quel article publié, n'importe où, n'importe quand, paf, 1 minute et je l'ai devant moi. C'est magnifique. Je ne veux certainement pas retourner à ce temps-là. Quelle liberté! Mais l'important là, c'est que vous choisissez en professionnel, vous choisissez pourquoi vous employez quand et pourquoi. Mais ce qui s'est passé pour beaucoup de gens, c'est que ça a changé. C'est la différence entre la possibilité d'être toujours connecté et être toujours connecté. Le problème, c'est d'être toujours connecté. Si vous ne résolvez pas ce problème-là, c'est impossible d'avoir une efficacité, une productivité intellectuelle au niveau de ce que votre cerveau pourrait réaliser. Impossible. Et ça va loin, cet effet de... Je peux vous donner beaucoup de recherches, mais une qui m'a frappé récemment, c'est que maintenant déjà, il y a 12 à 20% de gens qui interrompent de faire l'amour quand le téléphone donne un signal. Alors, l'effet est, comme j'ai mis là en haut, toujours connecté, jamais pleinement présent, pleinement engagé et s'en réjouir pleinement. Que ce soit quand on va à un restaurant magnifique, avec une gastronomie magnifique, et puis le téléphone à côté. La première fois que j'ai découvert ça, et c'est pour ça que j'ai fait cette recherche, j'étais à Venise, un petit restaurant, j'y vais tous les deux ans à Venise, Banco Giro, un lieu magnifique, un bon petit restaurant qui s'appelle Giro Banco, si vous voulez, vous rappelez. Et puis beaucoup de jeunes, le long du canal. Il y avait un jeune couple qui est en train de donner des baisers, s'embrasser, s'embrasser, comme ça la fille avec le bras autour du cou de son ami, et ils étaient en train de s'embrasser, et en même temps elle est en train de... Voilà. Alors, ça c'est quand on parle d'infobésité, infoboulimie, je dis que nous avons une responsabilité personnelle. La surcharge d'informations est notre responsabilité personnelle et la première chose qu'on doit faire, c'est de commencer à se déconnecter. Alors la solution pour être toujours connecté, multitâche, stress technologique, manque de sommeil, mais aussi une découverte malheureuse, parce que quand j'ai commencé cette recherche, je croyais que le multitâche et être toujours connecté était surtout un problème des vieux, comme moi. Mais qu'il y avait maintenant une génération de jeunes qui sont connectés depuis le berceau, en train de négocier des petits écrans dès le berceau, et que c'était ça notre futur, l'espoir pour le futur. Eh bien, j'avais tort. Et c'est un bon exemple du danger des opinions, parce que j'avais dit ça même en public, mais quand j'ai fait la recherche, j'ai bien découvert que ce n'est pas vrai. En anglais, on les appelle digital natives. En français, les natifs numériques, j'ai traduit comme ça, ne deviennent pas des numériques avertis spontanément. C'est un skill, une compétence qu'il faut développer. Ils ne le développent pas automatiquement, il faut leur apprendre à
comment il faut gérer cette technologie. Et la façon dont et c'est la raison pour laquelle maintenant je suis en train d'essayer d'introduire ces idées, ces connaissances dans les écoles. La solution, c'est le traitement par l'eau. Si vous, et je suis très paternaliste là-dedans, mais si vous n'arrivez pas, si vous n'êtes pas capable de faire un traitement, d'organiser votre travail en l'eau, impossible d'avoir un cerveau qui fonctionne à un niveau optimal. Et qu'est-ce que c'est le traitement par l'eau? L'eau, le plus important, c'est les lots de réflexion. Je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi, mais c'est lié au fonctionnement de notre cerveau réfléchissant. C'est un réseau dans notre cerveau qui nous aide à réfléchir, uniquement humain, mais notre cerveau réfléchissant, pour lequel il n'y a pas de limite de ce qu'on peut penser, mais il y a un élément, ce que je viens de dire, notre cerveau pensant ne peut penser qu'à une chose à la fois. Notre cerveau pensant ne peut se concentrer qu'à une chose à la fois. Et chaque interruption, comme on va voir, ça coûte. Ça coûte en temps, ça coûte en faute, ça coûte en mémoire, ça coûte au niveau du stress. Alors, il faut dès demain, ou dès aujourd'hui, commencer à décider que dans votre travail, il y aura dès maintenant au moins 2 fois par jour, 45 minutes, où vous ferez votre travail, le vrai travail, lire des choses importantes ou écrire des choses importantes ou avoir une conversation importante sans interruption du tout. Ça, c'est le lot réflexion. Il faut déconnecter. Sinon, ça ne marche pas. Ça nous amène au lot le plus difficile, c'est comment gérer ce qu'on appelle en anglais « weapons of mass destruction », les armes à distraction majeure. Ah, très bien. Weapons of mass destruction. Il faut vous protéger. Et la façon de vous protéger, c'est d'en faire des lots. 4 fois, vous ne connectez que 4 fois par jour. Pendant 3/4 d'heure, une demi-heure, peu importe combien de temps, alors, mais pas sur le petit gadget là. Hein, ça, le smartphone, ce n'est pas un outil professionnel. C'est un gadget pour des consommateurs, qui est bien sûr très intéressant quand on n'a pas son matériel professionnel, hein, à l'aéroport, à la gare, etc. Mais il faut faire son travail sur une chaise bien ergonomique, table, grand écran. Et si la société vous ne donne qu'un petit écran comme ça, prenez un deuxième, c'est un bon investissement, un vrai clavier, et puis vous y allez pendant 3/4 d'heure, une demi-heure, rien que des emails. Et après, une pause, parce que les pauses, c'est les moments où notre cerveau, le réseau archivant, notre cerveau archivant, partage l'ordinateur central, préfrontal ici, le partage avec notre cerveau pensant. Et c'est quand nous ne sommes pas en train d'être très actifs dans les pauses, et surtout la nuit, que notre cerveau archivant fait son boulot. Alors, de courir de réunion en réunion, toujours en train de papoter le petit instrument, c'est très mauvais pour archiver. Alors, il faut en mettre un lot et puis avoir une pause. Puis, il faut avoir des lots de conversation. Quand vous êtes manager, ce n'est pas un bon système que tout le monde peut frapper sur votre coude. Ouais.
peut frapper sur votre épaule pour vous demander des questions tout le temps, tout le temps. Non, il faut vous organiser. Il faut acheter un petit... sur eBay, c'est 7 € aussi. Un petit panneau blanc et vous écrivez « Je suis tout à fait à votre disposition à 11 h ». Et vous le mettez dans votre out of office, dans votre voicemail, et puis vous faites votre travail. Et vous faites des lots de conversation. We have an open door policy. Ça existe en France, en Genève, open door policy. Hein, c'est des gens qui pensent que open door policy a quelque chose à voir avec des portes. Open door policy, c'est une mentalité. Il y a des sociétés où les portes sont toujours ouvertes, mais qui ont toujours une mentalité de porte fermée, et l'inverse existe aussi. Alors, un autre lot qu'il faut organiser est ce shit. Mais poliment, comment est-ce qu'on dit ça à nouveau, poliment? Des tâches... C'est poli? Non. Des tâches, des petites tâches ennuyantes comme ça, oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a tous des petites tâches comme ça. Qu'est-ce qui se passe le plus souvent? C'est quand on vous demande une tâche pareille, vous n'aimez pas, c'est pas... Enfin, vous postposez. Et ce qui arrive alors, c'est que quand vous êtes en train de faire un travail vraiment important, la tâche de M est devenue urgente et vous devez laisser tomber le travail important pour un travail qui ne vous donne pas beaucoup de satisfaction. Et puis dernièrement, c'est ce que je vous disais, vu que les enfants n'apprennent pas, ne deviennent pas des avertis, des numériques avertis spontanément, il faut leur aider. Il faut commencer dans les familles, les parents, dans les écoles, etc. Mais ce qui se passe maintenant, c'est que la tablette ou l'iPad, dépendant de la classe sociale qu'on est devenu le babysitter. Miss Tablet et Miss iPad. Et même un enfant d'1 an et demi, on donne quand l'enfant devient un peu embêtant, on lui donne une tablette. Plus de problème avec l'enfant, mais c'est une drogue qu'on est en train de donner à l'enfant. Et puis, à l'âge de 6 ans, les gens viennent chez le pédiatre ou à l'école. Qu'est-ce que je dois faire pour que mon gosse ne soit pas toujours occupé de la tablette? OK. Bon. Alors, pourquoi vous ne pouvez pas être productif sans faire le travail en lot? C'est à cause de l'imitation de notre cerveau. Là, on arrive à un problème. J'ai demandé cette question à des milliers de personnes. Quel est votre instrument le plus important pour être sain, heureux, efficace, productif, etc. Bien sûr, c'est le cerveau. Il y a des gens qui disent les tripes, le cœur, etc. Mais ça se passe toujours tout là. Et quand je leur demande, mais qu'est-ce que vous savez de votre instrument le plus important, du mode d'emploi de cet instrument important, ben, la réponse c'est rien. Enfin, ils ont des idées comme il faut boire 1,5 litre d'eau, mais ça c'est du marketing, ça n'a rien à voir avec la science. Alors ce que je vais vous donner dans le temps qui reste, c'est un paragraphe seulement du mode d'emploi de votre cerveau. En commençant par expliquant qu'au niveau fonctionnel, je ne parle pas d'anatomie, le préfrontal, etc., les ganglions, mais un modèle fonctionnel de notre cerveau. Il y a 3 cerveaux qui nous aident à agir. Le premier, c'est le cerveau réflexe, qui est très ancien dans l'évolution. Tous les animaux ont un cerveau réflexe. C'est une question de réagir ici et maintenant, stimulus driven, propulsé par le stimulus. Hein, comme quand vous allez au médecin, vous avez un problème dans le dos, paf, c'est stimulus réaction. C'est très rapide et c'est un cerveau qui peut gérer de l'information venant par tous les sens.
le gérer très très vite. C'est du multitâche pur et simple, c'est magnifique. Mais c'est ici maintenant. Le cerveau réflexe ne connaît le monde quand il est présent, au moins pour un de nos sens. Du moment que je n'ai plus de contact avec un de mes sens, avec le monde n'existe plus. Et n'existera plus, ne reviendra pas. C'est 100% ici maintenant. Le cerveau pensant, c'est presque le contraire. C'est orienté vers un but, goal-oriented. C'est le cerveau qui nous aide à comprendre, à généraliser, à penser, à réfléchir. C'est la base du langage, de mathématiques, etc. Mais ne peut penser qu'à une chose à la fois. Et puis on a un cerveau archivant, mémoire organisée, parce qu'il faut, dans votre cerveau, il y a plus de data, plus de bytes d'informations que l'ensemble de Amazon, Google, Twitter et Microsoft ensemble. Dans notre petit cerveau, il y a beaucoup de choses intéressantes que je vais vous expliquer là, mais au lieu de vous donner toute une explication, on va faire une expérience. Vous avez tous un petit carnet, une plume, prenez une page. Une page fraîche, plume, oui, quelque chose pour écrire, tout le monde a plume, bureau. J'avais pourtant dit aux hôtesses de vous forcer de prendre un pli bloc-notes, mais bon. Alors, l'expérience est la suivante. Je vais vous donner un mot, mais ce n'est pas exemple, un autre mot. Et ces deux tâches, c'est les deux tâches les plus simples que je peux imaginer. La première tâche, c'est d'écrire un mot en majuscule. La deuxième tâche, c'est de donner à chaque lettre son numéro. Deux tâches très, très simples. Et je vais chronométrer ça et voir qui est le champion dans cette salle. Le champion, pour le moment, est 7 secondes. Alors, il ne faut pas commencer, il faut attendre mon signal. Le mot que vous allez écrire, qu'est-ce qui s'est passé là? Le mot que vous allez écrire, c'est le mot monotâche. Alors, c'est très simple. Quand je dis « allez-y », vous commencez à écrire « monotâche » aussi vite possible. 1, 2, 3, et vous levez le bras. Très simple. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, allez-y. Impossible. OK. OK. Bon, il y a des gens qui ont fait une faute là, parce que c'est impossible. Mais comme groupe, vous êtes bien. À peu près 10 secondes, et puis alors, quelques personnes qui sont toujours plus tard, et là, je ne vais même pas regarder. Ça, c'est le monotâche. Une tâche, et puis on fait une autre. Maintenant, vous allez faire la même chose, mais en faisant du multitâche. Vous allez écrire le mot multitâche, mais maintenant en faisant les deux tâches comme vous le faites toute la journée, en passant d'une tâche à une autre, d'être interrompu par quelque chose d'autre, etc., etc. Alors vous allez écrire le M et puis son numéro, le U, son numéro, le L, son numéro. OK. 3, 2, 1, 0, allez-y. Non, il ne faut pas rire, c'est très sérieux. Et vous levez le bras quand vous avez... OK, 15, c'est pas mal. Levez les bras quand vous avez fini. Comment... Hop, hop, hop. Oh, mais là, mais c'est pas possible. 25 secondes. Non, je me trompe. 20 secondes. 20 secondes. Est-ce que vous avez besoin de beaucoup de recherches sur le multitâche?
Quand vous faites du monotâche, et là, c'est le travail le plus simple, c'est les deux tâches les plus simples que je puisse imaginer. Quand je commençais avec ces exercices avec mes étudiants, c'était toute une phrase, et ils devaient mettre leur date de naissance dedans parce que je voulais faire mon point. Hein? Mais puis, confronté avec un journaliste qui ne me croyait pas à la télé, je lui ai fait faire ça, et ça marchait avec un mot. Un mot. Deux tâches très simples et ça vous coûte le double du temps. Le double. Imaginez ce que ça donne si vous faites votre travail journalier. J'espère qu'il est plus intéressant que ces deux tâches-là, plus complexes, plus challenging. Vous allez perdre facilement, vous aurez besoin de 2, 3, 4 fois plus de temps. Puis, autre question, qui a fait une faute? Qui a dû... Allez, oui, oser, oui, voilà. Hein, à peu près un tiers. Les fautes. Et qui a ressenti un peu plus de stress la deuxième fois? Presque tout le monde. Et voilà, c'est ça, là, le multitâche. Beaucoup plus de temps, plus de fautes, plus de stress. Et c'est quand même pathétique. Si après aujourd'hui, il faut continuer le multitâche. Et Caroline va vous expliquer comment vous organisez au niveau de l'organisation pour arrêter ce multitâche. Bon, la raison pour laquelle je peux expliquer avec cette image. Vous connaissez tous. Vous voyez une jeune femme, je peux vous aider un peu. Il y a une jeune femme et il y a une femme âgée. Essayez maintenant de voir les deux consciemment, la jeune et la vieille en même temps. Non, mais il ne faut pas dire non. Essayez. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Comment est-ce qu'on appelle ça en français? Switcher? Avec un beau mot français, commuter, je ne sais pas quoi. Et c'est dans le switch, c'est dans les commutations qui est le cause du problème. Parce que qu'est-ce qui se passe? Imaginons que vous êtes en train d'écrire un mémoire important, stratégique. À ce moment-là, en travaillant dessus, vous avez cette information dans votre cortex préfrontal, mémoire brève, etc., mémoire de travail. Vous avez cette information-là et vous travaillez dessus. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a un petit pop-up screen. Vous avez ces choses-là sur votre écran. Il faut l'arrêter. Parce que même si vous ne regardez pas, il y a une baisse, regardez pas, il y a une baisse de 2 secondes de votre attention. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Je suis en train de travailler, je vois le pop-up, je dis, bon, mais c'est simple, c'est une petite question d'RH. Je peux répondre à cela facilement. Non, pas pour votre cerveau. Qu'est-ce que votre cerveau doit faire maintenant? Il doit garer votre cerveau ici, préfrontal, le cerveau pensant, doit garer toute cette information importante dans votre cerveau temporaire. Rincer la mémoire de travail, aller chercher l'information pour RH dans votre mémoire à long terme, la mettre dans votre mémoire travaillant pour répondre RH. Mais est-ce que ça vous arrive souvent de regarder un email? Un email? Qu'est-ce qui se passe normalement quand vous regardez un email, un autre? En général, quand une personne regarde un email, il continue à regarder au moins 15 emails. Ça, c'est la moyenne. Et 25% des gens qui commencent avec des emails ne retournent même pas au travail qu'ils étaient en train de faire avant qu'ils étaient commencé avec leurs emails. Mais qu'est-ce que ça veut dire maintenant pour votre cerveau? Vous êtes en train de travailler, vous avez garé cette information dans votre mémoire temporaire, mais votre mémoire temporaire est très limitée. Et first in, first out.
Ça fonctionne. La première chose qui est entrée va sortir le first in, first out. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous avez HR hop, dans cette mémoire temporaire. Deuxième email, rincer la mémoire, trouver l'information, répondre email numéro 2, information dans cette mémoire temporaire. Troisième email, même chose. Quatrième email, même chose. Et petit à petit, toutes ces emails vont pousser cette information importante vers la sortie. 15 emails plus tard, vous pensez, oh oui, la mémoire que je devais écrire pour le chef, vous retournez à votre cerveau, à votre mémoire temporaire, mettez ça dans votre cerveau central ici, dans votre ordinateur central, faites votre mémoire, vous l'envoyez à votre chef, qui est aussi un multitâcheur. Alors, 3 minutes plus tard, vous avez une réaction. Oh, la mémoire n'était pas... C'est bon, mais tu as tout à fait oublié le paragraphe traitant patati patata. Et quand même, dans notre réunion à vendredi, on avait décidé qu'il devait y avoir un paragraphe patati patata. Oublié. Ben non. Disparu dans le trou noir du multitâche. Alors, c'est essentiel. C'est la raison pourquoi il faut vous organiser, parce que pour chaque interruption, votre cerveau doit aller transférer les données de la mémoire active à la mémoire temporaire. Nettoyer la mémoire active, transférer les données de mémoire à long terme dans votre mémoire active et puis rétablir la concentration. Chaque fois, à chaque petite interruption. Le résultat est que ça prend tellement de temps que ça, même sur un grand écran, on n'a pas de place. Comme vous avez vu, 2 fois pour la petite tâche. Et c'est au moment du changement que vous perdez mémoire, que vous faites des fautes, etc. Alors la première chose, le premier commandement, c'est de vous arrêter de déconnecter. Et vu que je n'ai pas tout à fait le contrôle du système, je dois m'arrêter. Bon, je vais alors... Parce que normalement, j'ai un système que je peux sauter d'un à l'autre. Bon, je vais aller vite. Mais je peux vous montrer ça. Le multitâche est la compétence très spéciale de ruiner plusieurs choses à la fois. Alors, il faut vous arrêter de faire du multitâche. Et si vous ne me croyez pas, vous allez certainement croire ce monsieur-là, beaucoup plus intelligent que moi, qui a dit 2 choses importantes dans sa vie. Il y a cette formule qui a changé notre vue du monde, et puis don't multitask. Ce n'est pas littéralement ce qu'il a dit, mais il dit ce n'est pas que je suis si intelligent, c'est que je reste plus longtemps avec les problèmes. Si Einstein avait été collé à son smartphone comme nous, il n'aurait jamais inventé tout ce qu'il a inventé. Merci.